Derrière chaque série et chaque film d'animation, il y a des femmes et des hommes, des productrices et des producteurs, des artistes, des scénaristes. Je suis Sabri et je vous propose de partir à leur rencontre afin de comprendre leur histoire et de découvrir ces petits plus qui les ont conduits au succès. Bienvenue sur Anima Show, un podcast avec le soutien d'Anime France et 22D Musique, le partenaire musique des acteurs d'animation depuis 20 ans. Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Caroline Audebert, directrice générale du pôle audiovisuel France du groupe Média Participation. Bonjour Caroline, comment ça va ? Ça va bien, bonjour, merci. Merci d'être présente aujourd'hui sur Anima Show. Il y a tellement de possibilités d'adaptation dans votre groupe. Comment faites-vous pour dire non à un projet ? C'est très compliqué. C'est vrai qu'on est un petit peu dans la caverne d'Ali Baba. Enfin, en tout cas, c'est les impressions que ça donne, parce que les possibilités sont multiples. Évidemment, voilà, on a énormément de projets qu'on peut faire du tout avec le nombre d'IP qui sont considérables. Ouais, considérable, c'est voilà. Incroyable. On a à peu près 1100 bandes dessinées qui sont éditées par an, qu'on reçoit, nous, dans nos bureaux, qu'on regarde, mais pas que des BD. Des livres aussi, donc voilà, donc effectivement on fait notre choix, on regarde et on est amoureux effectivement des projets en tant que tels qu'on bichonne avec soin, mais on fait également aussi des créations originales et on a aussi, enfin voilà, tout projet créatif est à l'honneur et pour les artistes qui nous entourent. Et donc quand aussi on peut faire l'inverse, c'est-à-dire de créer notre propre projet audiovisuel et de l'adapter en BD. Voilà, ouais. c'est toutes les possibilités qu'offre le groupe aujourd'hui. Non, c'est pour ça, on se dit, il y a tellement de profusion d'IP, donc de propriété intellectuelle. Je remets un petit peu les choses en perspective. Média Participation, c'est un énorme groupe qui a beaucoup de sociétés, notamment des sociétés d'édition de BD. Là, sur la partie audiovisuelle, comme on dit, il y a tellement de possibles. Je vais juste énumérer quelques-unes des BD qui appartiennent en fait au groupe en quelque sorte d'IP. On va les passer ici. On a Spirou et Fantasio, Achille Talon, Lucky Luke, Gaston, dont je suis un énorme fan. On a encore d'autres comme les Tuniques Bleues, Marsupilami, Yakari, Boulet Bill. Je continue parce que vous allez voir la profondeur de ce qu'ils ont. Cédric, l'élève du Cobu, Kid Paddle, Luca. On a quoi d'autre encore ? On a Garfield, Léonard, Cubitus, les petits Schtroumpfs. Je m'arrête là ? Non, je m'arrête pas là parce qu'on va aller aussi sur tout ce qui est plus adulte et ado. Donc on a les Black et Mortimer, incroyable, Black Sad, Valérian, Bob Moran, et aussi d'autres que je lis aussi beaucoup, Hedge Fund, Largo Winch, 13, Michel Vaillant. Bref, on est assis sur un trésor en fait. Et c'est pour ça que je vous posais cette question de comment on dit non. Mais après, on dit oui aussi à certains projets, donc tant mieux. Qu'est-ce que ça implique des adaptations de BD en fait en audiovisuel ? Bon, avant tout, il faut savoir ce que veut notre public. C'est pour lui qu'on travaille et évidemment le marché aussi. Et donc de savoir comment on va pouvoir transformer et faire en sorte que le public se retrouve à travers l'IP, enfin la propriété intellectuelle. Donc du coup, c'est une vraie recherche de lire, de voir comment effectivement on peut le transformer pour que ça s'adapte à notre public. Ouais, parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de faire de la redite de ce qui est dans la BD, quoi. C'est potentiellement développer d'autres axes. C'est ça, sans dénaturer ce que l'auteur a voulu mettre, effectivement, mais également de l'adapter pour que le public s'y retrouve. Et en tout cas, de mettre en avant les valeurs que l'auteur veut défendre et de l'adapter aussi à ce que veut le marché et voilà, pour qu'on fasse un produit qui nous plaise et un produit à succès. Ouais, c'est ça. Et est-ce que... donc, je remets un peu en perspective, mais en gros, vous avez 18 ans de carrière dans l'animation. Vous avez démarré par des métiers... Enfin, c'était quoi vos premiers métiers, en fait, à l'époque ? Moi, j'ai fait une formation de montage, effets spéciaux, montage, effets spéciaux plutôt 2D, compositing. Donc, j'ai démarré comme ça, sur des piges, en étant intermittente. Je suis restée intermittente assez longtemps. Ouais. Et ensuite, voilà, après, j'ai fait la formation des Gobelins, en licence production, que bon nombre de collaborateurs ont fait également. Et puis j'ai commencé assistante réalisatrice, donc passer du côté artistique vers
le côté production. Donc gestion de production en fait, voilà. Voilà, c'est ça. Ça c'était chez Millimage à l'époque Assistante réalisateur sur Didou, oui. Et ensuite j'ai travaillé chez Disney. Donc, pour les chaînes, voilà, autopromotion. Voilà, c'est ça. Et toute la partie promotion de High School Musical. Et puis ensuite, je suis partie chez Buff, où je suis restée presque 5 ans. Buff sont experts dans les effets spéciaux. Oui, là, vous avez travaillé sur des grosses IP en plus à l'époque. Hein, oui, c'est ça. Mon premier long métrage, c'était Speed Racer des frères Wachowski. Ouais. Donc voilà, de travailler avec les Américains, ça implique d'avoir, d'être très consciencieux, très, très, très rigoureux. Et aussi, tout ce passage m'a vraiment donné une culture de l'image très, très grande. Enfin, en tout cas, Pierre Buffin et toute son équipe m'ont vraiment fait grandir à cette époque-là au niveau de l'image et de la gestion de projets, surtout avec des Américains, mais pas que. Voilà. Parce que les Américains sont plus exigeants, c'est ça l'idée de se dire disons non, ils sont autant exigeants, mais... Oui, on ne peut pas dire que... voilà, c'est une autre méthode de travail. On va dire que c'est un peu plus... c'est différent. Et, donc ça implique beaucoup de... Enfin, je sais que je faisais beaucoup plus d'heures sur des projets américains, par exemple, de fait par le... Et il y avait aussi des projets français, de Marsupilami d'ailleurs. Voilà, c'est ça qui est marrant, c'est la boucle un peu bouclée, parce qu'aujourd'hui... Vous avez été nommée, je rappelle, cette année 2021, directrice sur le pôle audiovisuel. Mais effectivement, vous avez déjà eu des contacts avec Marsupilami à l'époque. C'est marrant. Oui, tout à fait. Après un passage chez Gaumont Animation, chez Timto aussi. Et puis, plus récemment, Cybergroup, où vous êtes resté 4 ans, avec énormément de séries aussi en production en parallèle. Et là vous étiez directrice adjointe des studios, quoi. C'est ça. Ouais. Comment on fait aussi pour gérer autant de séries en parallèle c'est être sur tous les fronts et faire au mieux pour les équipes, pour le projet. Les mettre dans les meilleures conditions, quoi. Prioriser. Oui, c'est ça. C'est prioriser, se rappeler, toujours travailler autour d'objectifs qui doivent être clairs. Voilà, pour tous. Et puis après, c'est effectivement... moi, je suis d'une nature assez dynamique, donc du coup, plus il y a de choses, plus c'est stimulant. Donc du coup, voilà. Tout à l'heure, vous mentionnez qu'il faut développer... Il y a aussi les BD, donc les IP qui sont présentes dans le groupe via Dupuis, Dargaud, Le Lombard, enfin toutes ces maisons d'édition, et que vous développez aussi des nouveaux contenus. Est-ce que vous le faites avec la complicité de Mediatoon, donc, qui est... je rappelle pour les auditeurs et auditrices, mais en gros, le département qui s'occupe de vendre à l'international les programmes audiovisuels que vous produisez ici. Est-ce que vous avez une relation avec eux, justement, pour sentir le marché ou bien sûr, constante. Enfin, on travaille de toute façon avec tous les business units qui sont autour du pôle audiovisuel. On est en constante synergie. Oui, évidemment, on travaille énormément avec Mediatoon. Et pour les créations originales, comme toutes les créations de toute façon, voilà. Donc, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien quand on est directrice. Ok. Je voulais parler aujourd'hui de quelques-unes de vos productions, justement, à commencer par une production qui est internationalement connue, puisque ça s'appelle Les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, c'est réalisé par William Renaud. Et justement, on a quelques images ici qu'on va regarder ensemble, parce qu'on est arrivé à vraiment un degré, justement, dans l'image, vous parliez tout à l'heure de votre passage chez Buff, assez impressionnant, quoi. C'est premium et c'est beau à voir. On va regarder quelques extraits ensemble. Quelque part, au fond de la forêt, se trouve un petit village que vous connaissez bien, où vivent les Schtroumpfs. Il y a moi, le grand Schtroumpf, la Schtroumpfette, le Schtroumpf à lunettes. Le grand Schtroumpf n'aime pas quand il reste de la poussière. Le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf bricoleur, le Schtroumpf farceur, le Schtroumpf paresseux, et tous les autres. Libre, allez, courez. Et pourtant, quelque chose a changé.
C'est sympa, hein. C'est beau, il y a de l'action, on s'amuse bien, quoi. Et puis ça marche bien au niveau audience d'ailleurs. Hein. C'est quoi les résultats un petit peu sur ce programme ? Aux dernières nouvelles, on était au-dessus de 40%, donc ce qui est assez extraordinaire. Et c'est diffusé sur TF1 et Nickelodeon. Ouais. US, donc là, on s'attaque à une grosse IP et on la modernise en quelque sorte. Je trouve ça super dans ce sens-là. Parce que moi, les derniers, je trouve que j'ai regardé, c'était en 2D et c'était très bien fait, mais ça datait un petit peu quoi, en termes de catalogue. Là, on dynamise le truc, ça se vend à l'international, j'imagine aussi. Qu'est-ce qu'il y a de challenging en fait autour des Schtroumpfs qui... Là, dans les images qu'on a pu voir, il y a tous les ingrédients d'un long métrage. Ouais. Clairement, au niveau de la profondeur, le détail, au niveau de tout ce qui a été fait autour de la 3D, c'est vraiment des ingrédients de long. Et donc ça se ressent. Puis après, c'est la réalisation de William qui est très dynamique. Les histoires qui sont vraiment top, où on s'amuse à tout moment. Et puis, ce qui est assez chouette, c'est que le public est très réceptif. Donc, en tout cas, nous, on prend cette direction d'avoir ce côté premium sur l'ensemble de nos projets. Et c'est une IP qui se décline dans plein de médias différents. Là, aujourd'hui, et c'est un peu la nouvelle formule d'Anima Show, je tenais à le dire aux auditeurs et auditrices, on va à la rencontre des invités en immersion chez eux, dans leur bureau. Donc aujourd'hui, on est chez Média Participation, comme vous pouvez voir autour de vous. Donc c'est très sympa. Et justement, petit rappel par rapport aux Schtroumpfs, ça a été créé en 1957. Pour parler un petit peu de la propriété intellectuelle, par Peyo, qui à l'époque travaillait chez Dupuis, je crois, ou chez Spirou, ou chez Franquin. Oui. Et en fait, c'est au cours d'un dîner où il se demande la salière et il bute sur le mot salière et il dit passe-moi le Schtroumpf là. Et puis ils ont continué la discussion en Schtroumpf. Donc je me demande si on va continuer ce Schtroumpfcast en schtroumpfant des Schtroumpfs. Pourquoi pas, on pourrait effectivement schtroumpfer J'ai avorté dans tous les cas, c'est devenu mondial et c'est vrai que... Non mais c'est incroyable de se dire que voilà, ça continue à vivre, etc. Et c'est l'enjeu crucial quand on est à la direction de l'audiovisuel de faire vivre ces IP, quoi. Oui. Donc, est-ce qu'il y a un projet qui va suivre derrière cette série-là Oui, le Marsupilami, on est en train de le développer pour que ça devienne vraiment un succès, avec tous les ingrédients, une direction artistique poussée, la 3D et des éléments dans l'image qui montent le niveau, avec de la fourrure sur les personnages et puis des histoires... assez chouette sur le thème de la liberté, du Marsupilami, cet animal imaginaire qu'on rêve tous d'avoir en tant animal familier. Et puis, et puis nous, on a toute une stratégie 360 évidemment autour du Marsu. Là, on a un jeu vidéo qui va sortir. Ah oui, ça c'est une grande nouveauté en fait. Voilà, on va rebooter les bandes dessinées, on fait beaucoup de crossover entre les artistes chez nous, de storyboard ou de design vers la BD et inversement. Donc c'est ça qui est assez chouette, c'est vraiment de... On va voir une image, quelques images de ce que va être la série. Mais comment est-ce que vous faites justement ce mash-up entre... Là, tu viens de dénoncer de faire travailler les storyboarders et les gens de la BD ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? En fait, c'est avec Dupuis, on essaye de travailler en synergie, donc d'essayer de trouver des artistes qui se rapprochent un peu plus de l'animation, en tout cas pour la BD. Et voilà, nous on a des auteurs ou des autrices de bande dessinée qui viennent travailler sur nos shows, alors pas forcément là le Marsu, mais on a d'autres shows comme Belfort et Lupin aussi, mais qui viennent travailler aussi sur les décors. Donc là on voit l'image du Marsu. Ouais. Il y a des Marsus bleus aussi là. Ça, voilà, c'est les marsupiaux. Ouais, c'est... Ouais. Donc voilà, et donc on est en développement actuellement avec M6 Gulli. On aura une héroïne, c'est ça, au centre de... Jade et Mika, deux enfants qui vont, vivre avec les Marsus et avoir de nombreuses aventures, 52 x 11 et on espère plusieurs saisons. On enregistre ce podcast, on est en novembre 2021 pour ceux qui le regardent plus tard ou l'écoutent plus tard. Et il y a justement ce jeu vidéo qui va sortir là. On va regarder des images parce que moi j'étais hyper étonné du rendu. C'est
Ça m'a fait penser à plein de jeux auxquels j'ai joué plus jeune, mais on va en parler après. Oui. Regardons quelques images. Ça aussi, ça bouge. Là, on est sur quelque chose qui est tonique. Ça s'appelle Marsupilami, le secret du sarcophage. Ça va être sur toutes les consoles, PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Et ça a été développé avec Oculus, c'est ça, et Microids, qui est votre studio de jeux vidéo, en fait. Enfin, qui est effectivement fait partie du groupe, qui est au même étage que vous. Et c'est marrant parce que dans le gameplay, ça ressemble un peu à du Sonic ou Mario. On retrouve vraiment les classiques Donkey Kong. Donc ça risque d'être un carton. Ça va sortir avec une bonne partie de promotion, j'imagine. Comment ça va se passer ? Oui, évidemment, il y aura de la promotion et oui. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas un carton. Donc, effectivement, il y a une vraie promesse d'aventure et ce qu'on va avoir également dans la série, de liberté aussi, parce que le Marsu, c'est avant tout ça que... Voilà, la promesse, ça évoque, en tout cas. Voilà. Ouais. Donc, tous ces ingrédients-là, on les retrouve dans le jeu, on va les retrouver également dans la série. Et puis, une attraction dans le parc. On a 2 attractions dans notre parc à thème, le parc Spirou. Spirou dans le sud de la France. Voilà, vers Avignon. Ouais. Je suis né à Avignon, moi, je connais bien. Ah, ben voilà. Ouais. Donc, et donc, vous allez développer des nouvelles attractions autour de Marsu ou... Il y en a déjà 2 et on va certainement rebooter l'attraction actuelle du Marsupilami. Qu'est-ce que ça vous apporte, cette expérience de chargée de directrice de production, justement, quand on arrive à des positions comme celle-là, où on doit s'occuper de développer de l'audiovisuel sur ces IP hyper importantes ? Ça vous apporte quoi de plus, en fait ? Je pense que c'est de connaître un petit peu toutes les parties du métier, de savoir ce que les collaborateurs vivent au niveau de l'équipe et de connaître toutes les parties de fabrication. Je m'intéresse vraiment à cette partie-là. Et puis, après, c'est l'expérience faisante. Mais c'est surtout à la fois, on gère des milliers de data, on passe des milliers d'heures à fabriquer les shows pour notre public et le fait de connaître en fait tous ces éléments-là, de par l'expérience que j'ai pu vivre là jusqu'alors, moi ça m'aide énormément. Ouais. Justement à se dire, prendre les bonnes décisions. Ouais, il y a des enjeux sur chacune étape de fabrication. Je les connais et donc ça permet. On est moins hors sol en fait. On se dit. J'ai été sur les mêmes bancs, donc je sais que c'est important de... Oui, voilà, c'est ça, de connaître à peu près ce qu'on est capable de faire au niveau mondial et aussi dans les nouvelles technologies actuelles. Hein. Donc, les nouvelles technologies, on parlait tout à l'heure hors antenne de Unreal Engine, etc. C'est ces technologies-là dont on parle ou... Entre autres, mais en fait, l'idée, c'est surtout avant tout le contenu, et ensuite, on trouve ce qu'il y a de mieux pour le contenu dans les méthodes de financement nouveaux, la méthode de fabrication nouvelle. Et on a notre équipe de développeurs. Là, on est très content d'avoir pu être élu au dossier choc de modernisation du CNC. On a des vraies velléités à pouvoir produire mieux en Europe avec nos différents studios, à la fois 2D qu'on partage avec Ankama à Lille, à Angoulême et notre partenaire en Belgique, Dreamwall. Donc voilà, ici on se veut un laboratoire créatif pour les artistes où on crée le contenu ici à Paris et puis après
développer toute Sur la les- partie sur les autres fabrication antennes. sur nos autres antennes et des partenaires privilégiés avec qui on a l'habitude de Ouais, vous travailler. mentionnez Ankama, c'est Dofus en fait, ceux qui avaient créé le jeu Dofus et qui ensuite a développé Voilà, on a un studio en commun, MadLab. MadLab. effectivement, Ouais. Donc il y a des imbrications assez importantes entre les Mm. médias jeux vidéo et dessins animés, mais en plus, vous avez le côté BD, donc vous êtes quasiment à 360. Et oui, et plus, voilà, avec parmi nos partenaires dans le groupe, il y a également ADN. Alors peut-être que vous allez y venir, effectivement. on a justement des images d'ADN. Alors pour ADN, justement, c'est Anime Digital Network, donc c'est une plateforme de streaming qui initialement était focus sur tout ce qui est animé japonais. Faut dire aussi, il faut mentionner que dans le groupe, il y a Kana, qui est justement l'éditeur de mangas qui viennent du Japon, mais qui ont été adaptés en France via Kana, c'est ça en gros. Et justement, ADN est en train d'évoluer un petit peu plus. Parlez-nous de vos relations en fait avec ADN. C'est constant. Évidemment, ce qui est génial, c'est d'être près de notre public avec ADN, de le comprendre et de voir qu'est-ce qu'il attend. Et nous, parmi les trésors qu'on a en publishing, entre autres, mais aussi de nouvelles créations, de voir qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour notre public. Et ça, c'est assez formidable, en fait, d'avoir cette proximité, proximité, d'être près de notre public. Donc, c'est plus de 300 000 abonnés ADN. Et donc, concrètement, vous leur envoyez des fois des questionnaires, ou enfin, qu'est-ce qui est fait pour comprendre? Ou alors, vous analysez la data de ce qui est regardé, bien sûr, watching nous, time et tout. effectivement, on sait ce que souhaite forcément. notre public, on peut leur demander, le public d'ADN. Donc ça, c'est assez génial de développer toutes ces synergies entre Kana, entre ADN et la production audiovisuelle, comment nous, on peut s'imbriquer, et puis on a cette vocation à vouloir faire des shows premium, des nouvelles créations, des adaptations, et et on a cette formidable opportunité, effectivement, sur l'animé, sur l'animé, et puis c'est des animés français, il n'y en a pas beaucoup pour le moment, donc ça serait bien de... Il va y en avoir. Ouais. Ça arrive. Ouais. Non mais c'est bien, donc du coup, vous avez, en plus de la BD, peut-être des adaptations de manga, mais aussi de la création originale sur de l'animé. Ok. Et j'ai vu récemment aussi qu'ADN essayait d'élargir un petit peu son catalogue en quelque sorte pour devenir la plateforme de l'animation. Donc on pourra regarder des Tintins. D'ailleurs on peut aujourd'hui, je crois. Oui. Regarder du Tintin, etc. Mais ça me fait penser à une IP que vous avez développée aussi chez Média Participation. C'est l'IP qui a été développée avec Cyprien, le youtubeur, et qui justement, Roger et ses humains, qui justement initialement était sur YouTube, je crois, les premières diffusions, sur la première saison, 46 millions de vues, près de 600 000 abonnés, c'est quand même un gros succès. Et qui a eu sa deuxième saison, et sa deuxième saison a eu une fenêtre de diffusion justement sur ADN, avant qu'elle soit là sur YouTube. Tout à fait. Et donc, en fait, on explore effectivement dans toute l'animation, le digital, et de voir effectivement Roger, c'est une formidable expérience qu'on va renouveler de toute façon, mais qu'on ne reste pas sur des schémas classiques. Et voilà. Donc, non, on est assez fiers. On va regarder des extraits, vous allez voir, c'est l'humour caustique, c'est références geek, des punchlines, c'est pas mal. On va regarder. Humains. 12 000 décès supplémentaires dus à la pandémie de choléra. La tempête Rebecca a décimé les derniers koalas vivant en Australie. C'est horrible ce monde. Oh ouais, ça suffit la dépression là. Tu m'éteins cette télé et tu sors. Allez, joie de vivre. Hop. Roger, va t'aérer avec Hugo. Bah tu vois, elle a pas tort Florence, c'est vrai que ça fait du bien de sortir. On se sent vivant. Ah bonjour madame, comment vous allez aujourd'hui? Oh bonjour Hugo. Elle est morte. Cool, j'avais jamais vu d'arrêt cardiaque en vrai. Florence avait raison, on a bien fait de sortir. Je me balade une fois dans l'année et je vois ma petite mamie qui meurt comme ça sur le trottoir avec sa peau qui coule. La vie est si rude. Pourquoi pleure-t-il? Voir quelqu'un mourir, c'est pas très agréable, Roger, tu sais, ça chamboule. Comment peut-on l'aider? Faut essayer de lui changer les idées, lui faire penser à autre chose, quoi. Amener d'autres émotions. Hugo? Oui.
Tu sais, cette vieille femme était fragile et faisait de la tachycardie. Elle serait sûrement encore en vie si tu ne lui avais pas dit bonjour par surprise. Ça veut dire que c'est ma faute, Jelly. C'est encore pire. Ça marche pas, ça, Roger. Donc l'écriture comme ça, c'est assez bien de pouvoir, au sein d'un groupe qui est quand même date, au fond, se réinventer, aller sur des nouveaux médias, avec des nouveaux auteurs, travailler avec un YouTuber. Je pense que c'était la première fois que ça a été fait, en fait, en tout cas en France. Vous allez toujours... Enfin, il y a une possibilité... Il y a vraiment une culture de... On se réinvente, quoi. Et... On l'a vu avec Marsupilami qui part en jeu vidéo, on l'a vu avec les Schtroumpfs, cette nouvelle beauté d'image, enfin cette image 3D premium. On le voit là avec l'adaptation de création d'un YouTuber. Ouais, c'est toujours... et puis on a parlé aussi de l'animé qui pourrait potentiellement devenir fabriqué ici, en tout cas chez Média. Comment est-ce que est entretenue cette culture en fait du... Ouais, ce n'est que le début, j'ai envie de dire, parce qu'on prévoit effectivement pas mal de choses. Et déjà, c'est vrai que c'est le potentiel du groupe qui permet ça, mais aussi le marché change de toute façon. Donc il faut qu'on s'adapte et qu'on s'adapte au public. Et donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à explorer à l'audiovisuel, dans l'animation, de toute façon. Donc... Les paysages changent notamment aussi avec les plateformes de streaming. Vous avez des relations, j'imagine, avec eux. Parce que vous êtes, enfin, on va dire, un groupe plutôt littéraire. Alors, à la base, il y a beaucoup d'IP qui viennent de... Est-ce qu'ils sont intéressés par ça? Ou est-ce qu'au contraire, ils viennent vous chercher sur... Est-ce qu'on peut créer ensemble des nouvelles IP? Oui, on est en discussion, évidemment, avec des plateformes sur des nouvelles IP en BD. Donc, évidemment, oui. Ah ouais? Donc, ce serait de l'adaptation d'IP qui existe déjà? Entre autres, voilà. Donc, pour l'instant, c'est des discussions. Ok, bon, ça présage du meilleur. Sur cette partie-là, je voulais juste passer un petit moment d'une interview de Cyprien qui parle justement de Roger et ses humains, parce que c'est intéressant de voir justement son propos autour de cette création-là. À la base, moi j'avais imaginé d'abord la bande dessinée. J'imaginais vraiment le format de strip, de cases, avec un humour assez percutant. Et en même temps, parfois il y a des pages qui font avancer l'histoire. Et en fait, je me suis rendu compte que ça avait un format hyper audiovisuel. Et moi qui fais des vidéos non-stop, certes, j'écrivais les blagues pour des cases, mais je les imaginais énormément aussi en rythme audiovisuel, quoi. Donc un dessin animé, en fait, ça avait beaucoup de sens, je trouvais. Je trouvais que ça se prêtait bien, en tout cas, sur cette bande dessinée, quoi. Ouais! Et après, on a fait des petits tests, des petits pilotes, et on a vu que c'était hyper dynamique, les personnages étaient attachants. Donc c'est marrant de voir, voilà, il est démarré avec une BD, il avait envie de BD, et puis hop, d'un coup, il en a fait un dessin animé avec vous. Et ça, c'est top. Donc là, on est arrivé sur... on montrait cet exemple de Roger et ses humains, où c'est vraiment une œuvre voilà, jeune, humour caustique, c'est court, hein, c'est 39 épisodes de 2 minutes. Mais vous allez un peu plus loin aussi dans la narration et dans les sujets de société, avec une nouvelle IP qui s'appelle Les Filles de Dad. Ouais. Parlez-nous un peu des Filles de Dad. Donc les Filles de Dad, effectivement, c'est l'adaptation de la BD de Nob. Donc c'est 4 filles qui vivent avec leur papa, donc avec une nouvelle comédie moderne. Donc 4 filles qui ont 4 mamans différentes et donc qui vont vivre. Lui est comédien, le papa. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc qui vont vivre au quotidien des aventures toujours plus hilarantes les unes que les autres, etc. Donc actuellement en production pour M6 Gulli, qu'on va commencer à livrer dès l'année prochaine. Je trouve ça trop bien parce qu'en fait c'est vraiment une chronique intelligente sur les nouveaux modèles de familiaux quoi, hein, qu'on peut vivre actuellement, qui est assez peu traité d'ordre général dans les dessins animés. Oui. Et là vous y allez franco, en gros le papa il est comédien, il a eu 4 femmes différentes, il a eu 4 filles, il s'occupe d'elles, voilà, et ça c'est audacieux, j'ai envie de dire, en quelque sorte. C'est pas forcément mis en avant. Ce qui est mis en avant, effectivement, c'est tout l'aspect comédie. Donc, ça reste une toile de fond, en fait, mais qui, évidemment, fait partie du quotidien normal, on va dire. Exactement. Voilà. Ouais. 550 000 exemplaires vendus de la BD, quand même, de Nob. C'est à partir de quel degré de succès que vous dites on va faire une adaptation en audiovisuel?
Est-ce qu'on réfléchit comme ça ou pas toujours? Pas toujours, non. C'est vraiment... nous, on a cette volonté ici de fonctionner au coup de cœur par des producteurs qui travaillent avec nous, qui soient internes ou extérieurs, en freelance. Et donc, c'est des coups de cœur qui sont faits et on a cette volonté, cette conviction, en fait, que un projet sera transformé, enfin, en tout cas, d'une idée créatrice originale ou d'une adaptation, d'une transformation de bande dessinée à partir d'un producteur qui va rassembler les talents. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on met en avant, effectivement, avec Lila, à nous, avec qui je travaille. Voilà, qui est arrivée récemment, c'est ça? Qui va s'occuper de quoi, du coup? Elle est directrice du développement et de la stratégie. Donc, on travaille ensemble sur... c'est quoi, finalement, votre horizon? Où est-ce qu'on va, en fait, en termes de stratégie? Ce qui n'est pas forcément facile. Je ne sais pas comment on prend des décisions autour de ça. C'est évidemment en fonction des IP qu'on regarde, que ce soit chez nous, création originale, mais également de coproduction. Et de voir effectivement par rapport à notre public qu'est-ce qu'on veut et le marché. Voilà. Et donc le marché, le public, je reprends un petit schtroumpf bien sûr. Pour les auditeurs, vous pouvez écouter le petit paquet qui s'ouvre. En termes de programme, est-ce que vous avez une velléité d'adresser toutes les tranches d'âge ou est-ce qu'il y a un focus sur en particulier Non, on veut élargir. On a vraiment cette ambition de pouvoir produire 6 projets par an. On s'élargit. Là, par exemple, là, avec les projets qu'on a actuellement en production, donc il y a les Schtroumpfs, effectivement, qui s'adressent donc pour TF1, plutôt upper preschool, mais également Belfort et Lupin, qui est une création originale en développement pour France Télévisions, qu'on va lancer l'année prochaine, qui est... c'est 2 chiens qui vivent dans le palais de Louis XIV. À Versailles. Il y a le chien de Louis XIV. On mettra une image pour que les gens voient. Voilà, et Lupin, qui est plutôt... le chien des jardins, etc., mais qui sont 2 copains et qui vont, comment dirais-je, vivre des aventures. Donc ça, c'est une création originale. Tout à fait, et puis on va le développer en livre et voilà, donc à l'issue. Donc c'est un exemple de création originale qu'on peut faire. On travaille également sur un spécial à Kissy pour de nouveaux territoires, nouvelles narrations. Oui. Nouveaux territoires, c'est l'Afrique. Donc à Kissy, c'est un projet à la base de Marguerite Eboué, qui est la petite sœur de Aya. Voilà. Ouais, on va voir Marguerite Eboué, qui, effectivement, a d'abord fait la BD avec Mathieu Sapin au dessin. J'adore Mathieu Sapin, j'ai eu énormément de BD de lui, notamment Le Château, Comédie Française, le ministère, tout ce qui est autour de la politique et tout. Je trouve ça super bien, quoi. Et donc, vous avez décidé d'adapter sa BD en audiovisuel. Donc là, c'est en cours de développement. On est en train de produire un spécial qui sera livré dans un mois. D'accord. Pour France Télévisions. On espère pouvoir faire une série à l'issue. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'important en termes de marché? Parce que là, on s'adresse à... En fait, on développe un dessin animé autour de l'Afrique. Ça se passe à Abidjan, je crois. L'idée, c'est quoi? De se dire, on va adresser le marché africain francophone? Ou est-ce que c'est diffusion uniquement en France? Alors, il y a évidemment le marché africain francophone et anglophone aussi, puisque Turner Africa est à bord. Mais également montrer aux enfants du monde on a d'autres aventures, d'autres manières de voir les choses. C'est aussi cette volonté-là. Donc on est très content de pouvoir travailler sur une diversité de projets. Et puis après, il y a l'avenir, et on veut effectivement adresser à toutes les tranches d'âge. Il y a l'ado adulte qui se développe, et donc on a une formidable opportunité avec ADN, mais pas que, de développer ce type de projet. Puis l'adulte, de toute façon. Donc on élargit vraiment. On voit que le public et la consommation de programmes, de toute façon, est très segmentée, de plus en plus segmentée. Donc nous, on veut s'adapter à ce que veut le public et de proposer. On a énormément de choses à proposer de par, comme on le disait, toutes les œuvres. Et également
les formidables artistes qu'on a déjà dans nos équipes, d'une part. Et d'autre part, rien qu'en France, on a un pool d'artistes assez exceptionnel, en fait. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est faire une place créative ici pour qu'ils puissent développer des projets et qu'on puisse être là pour les aider à devenir une aboutir. sorte de hub créatif. Ouais, tout à fait. Ok. Et potentiellement faire naître justement des nouvelles IP. Sur les adaptations en animation adulte, là, vous avez de quoi faire, en gros, avec toutes les... Donc, qu'est-ce qui a été... décidé ou évoqué, il n'y en a rien à se mettre sous les dents là? Non, pour l'instant c'est assez confidentiel, mais bien assez tôt. On espère pouvoir. On développe aussi des longs métrages. On a déjà fait un communiqué de presse pour le long métrage de Lucky Luke. On en a d'autres en discussion. Donc voilà. Mais oui, on en développe pas mal et on sera ravis de pouvoir, dès le moment venu, pouvoir en parler de manière un peu plus... formelle. Ça ressemble à quoi une journée de directrice pour l'audiovisuel? C'est constamment être là pour les autres et de prendre des décisions les mieux pour l'équipe, pour les projets. Et voilà, ça demande beaucoup d'énergie. Mais c'est très stimulant. Enfin, en tout cas, de travailler... d'être avec une équipe assez exceptionnelle, ça donne énormément d'énergie. Voilà. Et vous avez des déplacements aussi à faire, enfin j'imagine pour les différents festivals, mais est-ce que vous allez aussi sur Angoulême où oui, vous bien avez sûr. des bureaux? Oui. C'est d'aller voir les équipes là-bas, évidemment. D'ailleurs, on va y retourner là dans 2 semaines. Okay. Et puis, constamment d'aller voir les différents studios. Est-ce que vous regardez de temps en temps les images des productions pour donner vos indications à vous aussi en tant que... On le fait effectivement pour que ça ne perturbe pas le process créatif, pour que tout le monde s'y retrouve et ça part de liberté créative pour le mieux, pour le projet. Et après, de toute façon, c'est effectivement de regarder le produit fini et de s'assurer que ça correspond bien à la vision qui est souhaitée pour toujours le public. Okay. Donc, mais évidemment, il y a des étapes, c'est des process, et on définit des étapes dans lesquelles on se rassemble et on regarde et on redonne des directions, etc. Et voilà. Pourquoi vous êtes dans le milieu de l'animation ? C'est un rêve d'enfant. Donc. Ouais, c'est vraiment ça, c'est de se dire... Oui, c'est depuis... J'ai suivi mon instinct, tout simplement, oui, c'est depuis la 3e. On en parlait un petit peu avant, mais effectivement, jusqu'à ce que ça devienne une évidence, en fait. Passer un certain âge à continuer à regarder des dessins animés qui affolait un petit peu ma mère. Mais oui. Et après, c'est un formidable médium et je pense que si on y est... je ne suis pas la seule dans ce cas. Je pense que c'est avant tout un métier de passionné. Toutes les équipes sont passionnées et c'est ce qui est très stimulant. Ouais, c'est vraiment ça, ce qu'on peut dire de cette industrie, c'est que tout tourne autour de la passion, quoi. Moi, je suis chaque fois estomaqué de voir les talents, en fait. Parfois, des talents qui demandent qu'à éclore aussi, et ça, c'est encore plus frustrant. C'est pour ça que je posais cette question de comment, face à toutes les possibilités qu'il peut y avoir de développement, on priorise, en fait, et on se dit, non, mais ça, en fait, on le fera pas tout de suite. On va se concentrer sur ça, on va le terminer, on va le lancer et puis on prendra autre chose à faire. Voilà, après on a des objectifs, on a plus ou moins donné, on veut vraiment faire de la série premium, il y a cet objectif de lancer 6 productions. Donc en partant de ces objectifs, c'est se définir qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qu'on a envie de développer qui correspond au mieux aux attentes, etc. Donc c'est aussi interroger, comme je disais, la multitude d'artistes très talentueux. Donc vous les interrogez. En gros, vous prenez contact avec eux ou vous organisez souvent, des... Oui, là, c'est en train d'être mis en place, mais d'aller sonder dans les écoles, d'aller voir un peu les nouveaux talents, mais pas que. Nous, dans nos équipes aussi, il y en a qui viennent spontanément proposer des choses. Être toujours accessible, c'est vraiment important. Et... Donc voilà, après, on fait au mieux. Si on arrive à avancer sur le projet, etc. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sur l'avenir de médias, participation sur l'audiovisuel ? Qu'est-ce que vous serez contente si dans 5 ans, qu'est-ce qu'il se passe ?
de faire des très beaux projets à succès, les plus beaux dessins animés, d'accomplir un peu ce rêve d'enfant que je partage évidemment avec les équipes et qu'on soit fiers en tout cas des projets sur lesquels on œuvre tous les jours. Donc un public très large et surtout plaire à notre public. Ok, écoutez, on n'a plus qu'à vous souhaiter ça. Ouais. On va arriver à la fin de cet entretien. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Ouais. On a vu beaucoup de choses qui étaient en production, en développement, des choses qui sont finies. On a quelques idées de ce qui pourrait arriver à l'avenir. Et j'invite tout le monde à partager ce podcast à ceux que vous aimez bien et qui aiment bien l'animation. Donc merci Caroline. Merci Sabrina. On vous souhaite une très bonne continuation et à bientôt sur Anima Show. Merci.